Merci, chère Mireille. Donc, j'ai la tâche de vous présenter les propositions en quelques minutes sur lesquelles nous avons travaillé ces derniers mois et sur lesquelles nous avons discuté lors de notre séminaire du 10 juin. Ces propositions adressées aux États et aux entreprises transnationales, que j'appellerai ETN, ont une double ambition. D'une part, garantir l'opérativité du principe des responsabilités communes mais différenciées dans la période post-Kyoto. D'autre part, rendre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre opposables aux entreprises transnationales et justiciables. Comme vous l'avez bien expliqué, Mireille, les principes de responsabilité commune mais différenciée est une des clés de réussite de l'accord de Paris. Il est en effet clair qu'en matière climatique, il ne serait ni équitable, ni acceptable, ni durable d'imposer les mêmes objectifs à tous les pays du monde sans prendre en considération leur histoire et leur capacité. À cette fin, il est nécessaire de rendre ce principe opérationnel en l'explicitant par référence à des objectifs communs, à des contributions comparables et à des critères de différenciation, ce qui fait l'objet du premier groupe de propositions adressées aux États. Donc, la première proposition vise à expliciter les objectifs communs. Ces objectifs devraient être à la fois, comme Mireille Delmas-Marty l'a déjà rappelé, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation des sociétés au changement climatique. Sur ce point, l'accord de Paris devra donc se démarquer nettement de celui de Lima, qui n'a considéré que l'objectif de réduction comme étant obligatoire et combiner les deux objectifs, réduction de gaz à effet de serre d'une part, privilégiée par les pays développés, et adaptation des sociétés au changement climatique, objectif qui est en revanche privilégié par les pays émergents et en développement. La deuxième proposition vise à établir une grille commune pour rendre comparables les contributions nationales à la lutte contre le changement climatique. L'analyse des premières contributions qui ont été présentées par les États confirme la crainte que les engagements pris par ces derniers ne soient ni comparables ni éventuellement évaluables de manière agrégée. Il faudrait donc revenir vers un dispositif comme celui qui avait été négocié à Lima, mais qui finalement n'a pas été retenu, qui fixe les informations, donc le calendrier, les années de référence, le champ d'application, les méthodologies de comptage, etc., que chaque État doit détailler dans sa contribution. En effet, seul un tel dispositif pourrait rendre les contributions comparables, évaluables et éventuellement sanctionnables en cas de non-respect. Ensuite, en ce qui concerne les critères de différenciation, et je viens donc à la troisième proposition, le protocole de Kyoto est fondé sur une opposition binaire entre pays développés et pays non développés. Or, après presque 20 ans, cette partition juridique du monde ne correspond plus à la réalité. Les pays émergents rattrapent les pays industrialisés en termes de richesse produite, alors que celle-ci reste à un niveau très bas dans les pays en développement, où se situe néanmoins, et Mireille Delmas-Marty vient de l'évoquer, l'essentiel du bond démographique. Ce cadre demeure par ailleurs très évolutif. L'accord de Paris devra alors être assez souple pour saisir cette complexité et assez robuste pour s'adapter à ces évolutions. À cette fin, les États devront dégager des critères de différenciation susceptibles de prendre en considération le contexte national, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps.
En somme, le futur accord de Paris devrait être expression d'un droit international contextualisé, c'est-à-dire un droit international à géométrie variable et à plusieurs vitesses. Mais en matière climatique, il ne suffit pas de responsabiliser les États, car les acteurs les plus puissants sur la scène internationale sont bien souvent les entreprises transnationales. Celles-ci s'invitent aux arènes internationales du climat sans pour autant être des sujets de droit international. Trouvant une source indirecte dans les obligations internationales des États, leurs engagements peinent alors à être mis en œuvre à l'échelle nationale. Afin de reprendre la main et permettre qu'en matière climatique, les ETN répondent de leurs actions et de leurs inactions, il s'avère donc nécessaire, d'une part, de reconnaître leurs obligations de mettre en œuvre les objectifs de réduction qui sont établis à l'échelle internationale, ce qui renvoie à la notion d'opposabilité, et d'autre part, d'instituer une instance tierce qui puisse garantir l'effectivité de cette mise en œuvre et qui puisse éventuellement en sanctionner le manquement. Telle est donc l'ambition du deuxième groupe de propositions que je vais vous présenter. La première proposition porte sur la nécessité de coordination et de suivi des initiatives d'autorégulation adoptées à l'échelle internationale par les entreprises transnationales. En effet, les entreprises transnationales se sont progressivement impliquées dans la régulation des émissions de gaz à effet de serre, mais uniquement par le biais d'engagements volontaires, tels que la responsabilité sociale des entreprises, les normes techniques, la compensation carbone, les accords environnementaux. Ces initiatives méritent certainement de l'attention, à condition toutefois que les ETN puissent répondre du non-respect de ces normes autoproduites. L'enjeu est donc d'instituer un mécanisme qui puisse garantir le contrôle de ces engagements. À ces propos, les principes directeurs de l'OCDE, à l'intention des entreprises multinationales, ont retenu notre attention pendant la réunion du 10. Ce mécanisme, avec toutes ses limites, attribue en effet un droit d'alerte aux ONG, aux syndicats et à la société civile qui nous semble très important en matière climatique. Les ONG, les syndicats et la société civile peuvent en effet dénoncer devant des points de contact nationaux le non-respect des principes par une entreprise d'un pays adhérent, directement ou à travers d'une de ses filiales sises n'importe où dans le monde. Mais si les principes directeurs ont retenu notre attention, la pratique démontre que les conséquences du constat d'un manquement sont limitées par les entreprises. D'où la nécessité que l'autorégulation s'articule avec la réglementation nationale des objectifs de réduction. Et j'arrive à la cinquième proposition que nous avons formulée. Autrement dit, il est nécessaire que les États mettent en œuvre une réglementation qui fixe les objectifs de réduction applicables aux entreprises grandes émettrices, ainsi que le prix qu'elles seront appelées à payer pour les émissions excédentaires. Alors que l'Union européenne reste attachée à une régulation des émissions de CO2 par le marché, choix qui a par ailleurs conduit à l'effondrement du prix du carbone, la voie de la réglementation semble étonnamment s'imposer aux États-Unis, où, comme il a été rappelé hier, des réglementations sont édictées depuis 2009 par l'Agence fédérale de protection de l'environnement dans différents secteurs de l'économie. Enfin, et j'arrive à la dernière proposition, la qualité du climat devrait être reliée aux droits de l'homme.
Mireille Delmas-Marty a déjà évoqué les avantages et les effets d'un tel progrès, car au terme de la jurisprudence environnementale développée par le Cour régional de protection des droits de l'homme, les États ont l'obligation de protéger les individus de toute violation des droits garantis par les conventions, réalisées non seulement par les acteurs publics, mais aussi, et c'est l'intérêt de cette proposition, par les acteurs privés. Certes, les juges internationaux se montrent à cet égard très prudents, comme en témoigne le rejet par la Commission interaméricaine des droits de l'homme d'une plainte déposée contre les États-Unis et le Canada par les Inuits. Mais l'action de contrôle du juge international pourrait être relayée par le juge national. C'est ainsi, par exemple, que la Cour suprême fédérale du Nigeria a reconnu déjà en 2005 que les émissions de CO2 résultant de la combustion du gaz produit par l'extraction du pétrole, notamment par la compagnie pétrolière Shell, portent atteinte au droit à la vie et à la dignité des populations riveraines. Cette dernière proposition permet de quelque sorte de boucler la boucle des responsabilités des États et des ETN en matière climatique, et surtout de souligner que ce sont les conditions de vie des populations les plus vulnérables que le dérèglement climatique menace désormais ouvertement. L'enjeu de Paris est donc celui de tracer les limites d'un modèle économique fondé sur l'épuisement des ressources naturelles et sur l'accroissement des inégalités sociales. À l'instar des gardiens de la Terre, des sociétés voltaïques qui ont été magistralement évoquées hier dans cet amphithéâtre, les États et les ETN ont aujourd'hui la responsabilité d'établir les conditions de possibilité de la communauté de vivre en humanité. Je vous remercie.